Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bienvenue pour nous parler du premier des 2 tomes de vos mémoires. On peut appeler ça un testament pour l'histoire. C'est beaucoup dire, parce que le testament, c'est avant sa mort qu'on est. Oui, Je suis pas c'est trop encore tôt. mort. C'est trop tôt. Ma mauvaise réputation, écrivez-vous, je m'en moque. C'est-à-dire que là, vous avez déjà raison, vous savez qu'elle est mauvaise. Oui, je sais que j'ai été toujours dans l'opposition. Par conséquent, tous les gens qui, peu ou prou, soutenaient les différents pouvoirs, quels qu'ils soient, m'avaient dans le collimateur. Donc ça commence par un aveu. Non, ce n'est pas un aveu, c'est une constatation. Comment le petit Breton a-t-il bien ou mal tourné? Mal tourné pour la plupart des Français, mais vous direz Non, je crois probablement pas. le contraire. Non, je pense que je suis assez fier de mon parcours. Je n'ai pas de remords, parce que je fais ce que je croyais devoir faire dans les différentes circonstances. J'ai pu commettre un certain nombre de maladresses, ou peut-être même d'erreurs, mais en l'occurrence, je pense avoir marché assez droit, comme je le souhaitais. Vous racontez votre enfance, c'est-à-dire la France d'avant-guerre, dans une Bretagne austère, où la vie, dites-vous, était réglée par 2 cloches, celle de l'église et celle de l'école. C'est vrai. Et puis l'enfant, Jean-Marie, regardait du côté de l'océan. Bien sûr, parce que j'étais de tradition maritime. Mon père était patron pêcheur, mon grand-père aussi. Et je suis tombé dedans très jeune, si j'ose dire. Et vous auriez pu continuer ou devenir presque un marin. Je voulais être officier de marine. Mais malheureusement, au moment où j'ai eu l'occasion de le devenir, d'engager les concours de l'école navale, la France avait encore des officiers, mais elle n'avait plus de bateaux. Ils avaient disparu dans la tourmente. Après Merzel-Kébir. Vous aurez même la tentation de devenir marin, comme les Tabarly ou les Olivier de Kersauzon, que vous fréquentiez même à un certain moment. Ah non, pas du tout. J'ai navigué sur mon propre bateau et j'ai connu tous ces jeunes garçons, dont certains ont été d'ailleurs des équipiers de mon bateau, comme Kersauzon, qui a été mousse, novice, matelot, bosco, enfin tout. Vous leur avez appris à naviguer? Oui, en l'occurrence, oui. Mais depuis, ils ont fait beaucoup de progrès. L'événement douloureux et marquant pour vous, vous aviez 14 ans, c'est la mort de votre père. Bien sûr. Mais vous ne l'avez jamais oublié. Bien sûr que non. C'est ça qui a fait ma mutation d'adolescent à homme, pratiquement. Même à 14 ans, je suis devenu un petit homme parce que j'ai dû prendre des responsabilités graves. En l'occurrence, nous étions en zone interdite, zone occupée interdite sur la côte. Mon père avait gardé un fusil Lebel et un pistolet à la maison, et ma mère, quand il est mort, a dit « on va s'en débarrasser, c'est trop dangereux ». Et je m'y suis opposé. J'étais déjà le petit homme de la maison. Indiscipliné. Indiscipliné, mais j'étais, c'est drôle de le dire, mais j'étais probablement un des plus jeunes résistants qui est en France, parce qu'à 14 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Mais vous n'avez pas tué beaucoup d'Allemands? Non, je n'en ai pas tué. Non, je raconte même que j'avais décidé d'en tuer un, les rendant responsables de la mort de mon père. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était très juste, mais enfin... Et je ne l'ai pas fait parce que cet Allemand m'a toujours tourné le dos, et que, je ne sais pas, dans ma tradition éthique, on ne tire pas dans le dos de quelqu'un qui ne vous menace pas directement. On va voir si ça a toujours été comme ça, même dans l'histoire. Et par exemple, pendant la guerre d'Algérie, si on n'a pas tué des gens de dos, la corvée de bois, vous vous rappelez, on leur disait « vas-y Mohamed », et puis on les flinguait. Dans mon unité, on n'a jamais procédé à la corvée de bois. Vous avez eu, et vous le racontez, 1000 vies. Mais vous avez la franchise de dire, Jean-Marie Le Pen, je ne suis pas sûr d'approuver complètement tout ce que j'ai dit ou fait dans le passé. Et vous en avez dit. Qu'est-ce que, en un demi-siècle de politique et d'engagement, qu'est-ce que vous avez apporté à la France? Moi, j'ai apporté une opposition de droite nationale, un retour, en quelque sorte, à des valeurs qui semblaient obscurcies et en voie de disparition. Et en devenant presque volontairement ou pas un épouvantail, vous avez divisé la droite, encore aujourd'hui, non, et créé une sorte de gauche morale qui se plaisait à taper sur ce que vous représentiez. Oui, mais ça, j'étais une cible. Mais c'était facile, j'étais relativement isolé, sans appui dans les grandes puissances, dans les grands pouvoirs.
médiatique, politique, financier ou autre. Donc j'étais, en somme toute, la cible rêvée. Mais vous avez été, sous la Ve République, toujours indiscipliné ou un trublion, et vous dites même, page 403 de votre livre, un emmerdeur. Peut-être, oui, c'est possible, oui. Hein? Pourquoi pas? Oui, vous le reconnaissez. Vous n'avez jamais exercé le pouvoir. Non, jamais. Les Français ont toujours refusé de vous l'accorder. Non, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. D'accord. Ils l'ont refusé à beaucoup de gens. J'ai été une fois au 2e tour de l'élection présidentielle, dont je rappelle que le candidat sortant, président sortant, n'avait pas fait 20% au premier tour. Mais il y a eu une espèce de formidable syndicat qui s'est créé contre moi et contre ce que je représentais, sans doute, et a permis au vaincu du premier tour, qui était Jacques Chirac, de devenir le grand vainqueur. À 80%. Oui. Est-ce que vous vouliez vraiment le pouvoir Bien sûr. Un jour. Écoutez, tous les programmes du Front National sont des programmes de gouvernement. Très bien. Et Mais au dernier moment, chaque fois, vous avez sorti des propos ou parfois des horreurs qui ont fait que vous n'êtes pas arrivé plus près. Je n'ai pas le sentiment d'avoir sorti d'horreur. Et je n'étais pas aux portes du pouvoir. Je crois que les meilleurs résultats que j'ai faits, c'est 18 et quelques %. Or, on ne peut pas aspirer au pouvoir avec ce chiffre. Alors, les 10 et 11 mars, il va y avoir le congrès du Front National à Lille. Vous avez annoncé que vous renonciez à vous rendre à Lille. Et vous serez, dites-vous, ailleurs. Où ailleurs? Oui, je vais vous dire pourquoi j'ai renoncé. J'ai renoncé parce que beaucoup d'amis, voulant me rendre service, voulant me montrer leur soutien, se proposaient de venir à Lille d'où ils étaient, de toute la France. Et je n'ai pas voulu leur imposer ce sacrifice supplémentaire. Je n'ai pas voulu non plus servir de caution à des violences éventuelles qui pourraient se produire. C'est-à-dire, vous auriez été mal accueilli? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Mais si je l'avais été, puisque le secrétaire général du Front National a dit qu'il s'opposerait de vive force. Alors je n'ai pas voulu tenter cette épreuve de force, ni me mettre dans la situation d'être co-responsable. Ne pas y aller, ce n'est pas un geste de conciliation. Non, ce n'est pas un geste de conciliation, non, c'est simplement un geste de combat, de distance par rapport à ce que j'ai appelé l'assassinat du Front National, puisque normalement, c'est le dernier congrès du Front National qui va se tenir, puisque Marine Le Pen a annoncé qu'elle allait changer de nom, et le changement de nom est en soi un changement de nature en politique. Vous ne voulez pas assister, vous dites, à l'assassinat ou à l'enterrement du Front National, mais est-ce que Marine Le Pen n'est pas en train d'inventer ou de réinventer l'extrême droite et la droite? Je ne sais pas du tout quelle est son intention, et je doute des résultats bénéfiques de ce changement. C'est-à-dire, pas de Front National, pas de non-Front National, plus de parti d'extrême droite, non? Non, mais le Front National n'est pas un parti d'extrême droite. Vous savez comme moi que l'extrême droite est une qualification qui est utilisée par les adversaires pour vous décrédibiliser. Voilà, vous avez dit la droite nationale. De toute façon, Laurent Wauquiez n'en veut pas. Est-ce qu'il ne risque pas de cueillir un à un les électeurs du Front National ou ce qui va en rester? C'est possible. Il faudrait d'abord qu'il cueille les siens. Ça serait déjà pas mal parce qu'il a l'air assez discuté dans son initiative du parti de droite, en quelque sorte, qui maintenant accepte d'être qualifié de droite, mais qui ne l'acceptait pas au moment où s'est fondé le Front National et où nous étions les seuls à accepter ce qualificatif. Oui, si le Front National change de nom les 10 et 11 mars prochains, vous allez être président d'honneur d'un parti qui n'existe plus? Oui, ça peut arriver, ça. On peut être président d'honneur pour ce qu'on a fait. Même s'il y a encore d'autres choses à faire, je serai peut-être président d'honneur d'un autre mouvement, qui sait. Ah bon, mais vous ne m'avez pas répondu. Vous avez dit je serai ailleurs. Où? Ah, ça c'est mon secret. Oui, c'est un peu de cinéma, un peu de Non. spectacle. Vous savez comme moi que la politique, c'est aussi un art d'apparence, puisque en politique n'existe que ce Alors où apparaîtrez-vous? Ah, voilà. C'est là la question. Mais en tous les cas, pas au congrès du Front National de Lille. Et si elle change le nom du Front National, est-ce qu'elle peut être plus proche, je ne peux pas dire du pouvoir, de l'Élysée, un de ces jours? Ça, c'est peut-être son illusion. Mais ça, c'est tout à fait improbable
car quand on perd son nom, on perd sa substance. Je ne vois pas de Front National pouvant exister sous un autre nom, et je ne vois pas quel pourrait être cet autre nom. Dans le livre, vous racontez que vous êtes né en 1928, c'est-à-dire entre deux guerres que vous appelez énormes, 14-18 et 39-45. Oui. Et vous avez participé à d'autres guerres. Et ce qui est amusant, c'est presque que vous le laissez entendre, vous êtes presque toujours arrivé en retard. Oui, assez en retard pour ne pas être tué. Oui. Encore que Benoît de Saint-Marc ait dit Jean-Marie Le Pen aurait pu être le dernier mort de la guerre d'Indochine. Mais là, c'est un rescapé de toutes les guerres. Relativement, mais ça, c'est l'histoire qui est faite. En tous les cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour y aller. Je ne vous reproche pas d'être pas tombé en Indochine, à Suez, etc. Ouais. Mais vous dites vous-même, en Indochine, vous arrivez à Saïgon, mais Dien Bien Phu est déjà tombé. Oui, mais Dien Bien Phu, ce n'est pas la fin de la guerre d'Indochine. Non. Suez, comme Nasser contre Nasser en 1956, l'opération militaire commence le 5, vous arrivez le 6. Non, non, pas du tout. Je suis le deuxième char amphibie sur la plage de Port-Fouad. Je suis en première ligne. Oui, mais c'est presque fini. Ah, mais non, c'est pas fini. Pas de votre fête. Ça commence, mais ça va finir quelques jours plus tard. Mais au moment où ça se passe, j'y suis. La bataille d'Alger. Vous dites, j'ai pris une part mineure du début janvier à la fin mars de 1957, etc. Assez de temps pour reconnaître, et là je vais vous citer, nous avons torturé en Algérie parce qu'il fallait le faire. Oui, je l'ai dit comme avocat de l'armée, en quelque sorte. Non, non, d'une partie de l'armée. Pas de l'armée française, mais la partie de l'armée qui a torturé. Toute l'armée a été accusée d'avoir utilisé des violences et des tortures. Pas toutes. À ceci près qu'à Alger, il s'agissait d'attentats à la bombe par une organisation terroriste tout à fait performante, et qu'on ne parle jamais, quand on évoque ces questions, des enfants qui ont les jambes arrachées, les yeux crevés, donc ça etc. Justifier la torture. Je rappelle que le gouvernement qui a décidé d'envoyer la 10e division est un gouvernement socialiste. Robert Lincosse, Guy Mollet. Non, c'est pas Robert Lincosse, c'est Guy Mollet. Guy Mollet, Robert Lincosse sur place, c'est le général Massu. Le gouvernement socialiste envoie à Alger pour remplacer des forces de police qui sont, semble-t-il, insuffisantes ou incapables, envoie une division de parachutistes. Alors vous dites, nous avons torturé en Algérie parce qu'il fallait le faire, nous les paras, nous les légionnaires, et vous étiez légionnaire. Oui, j'étais légionnaire et parachutiste. Ouais. Mais encore une fois, je parle au nom de la collectivité, au nom de ceux qui ont été accusés, à mon avis, de façon tout à fait erronée et injuste, d'avoir rempli la mission que leur avait donnée le gouvernement français d'éradiquer la menace terroriste et de mettre à l'abri les populations civiles. Dans l'armée, il y avait d'autres généraux, comme le général de la Bollardière, qui avait refusé de continuer à servir dans l'armée parce qu'elle torturait. Mais vous le reconnaissez. Si tous avaient fait ça, il n'y aurait plus d'armée française. Nous faisons, écrivez-vous, des arrestations, des blocages, des perquisitions. Quand un suspect était arrêté, il fallait le faire parler en moins de 24 heures. Et vous dites rien qui touche à l'intégrité physique. Les coups, la tête dans un seau d'eau, la gégène, oui, mais ça, la baignoire. Non, écoutez, c'est vous qui le reconnaissez. Non, mais d'accord, je ne reconnais rien du tout. Je sais vous l'écrivez. Écoutez, je sais quels sont les procédés d'interrogatoire qui étaient pratiqués et qui étaient beaucoup plus humains que dans la plupart des pays du monde. Voilà. Dans toutes les langues, ça s'appelle la torture. En tous les cas, je constate que vous consacrez une grande partie de votre interview à quelque chose qui est tenu quelques mois dans ma vie, qui a duré quand même il y a 44 ans. On va voir. 44 ans d'histoire dans c'est un moment de mon premier tome. Que vous n'oubliez pas, et nous non plus, que vous citez dans le livre. En plus, mais oui, mais on ne parle que de ça. Alors, vous critiquez... je n'ai pas honte de ce qui a été fait. Vous critiquez l'arrivée... Si jamais commençaient en France des attentats à la voiture piégée, on verrait tout de suite l'opinion des intellectuels de gauche changer. Vous voyez que ça reste actuel. Mais d'ailleurs, à un moment donné, vous dites un truc inouï. Vous dites les bombes du FLN et de Daesh sont les résultats de notre résistance communiste. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est les communistes qui ont commencé à faire des attentats. C'est eux qui ont inspiré Daesh. Individuels. C'est eux qui commencent les attentats individuels qui entraînent les représailles et l'espèce de noria, de violence. Je continue à lire votre livre. Vous critiquez l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir à partir du 13 mai 58, sa politique à l'égard de l'Algérie. Mais entre vous deux, c'est une inimitié vieille et définitive. Non, pas du tout. Simplement, le général de Gaulle vient, dit « je vous ai compris », il passe un pacte en quelque sorte d'alliance avec ceux qui l'ont appelé au pouvoir, et il va les trahir. Et non seulement il va les trahir, mais
il va le faire d'une manière sanglante en abandonnant à nos ennemis ceux qui avaient lutté pour la France. Ouais. En particulier les pieds noirs, les harkis, etc., qui sont morts par dizaines de milliers. Donc après, le mouvement qui est né pour répondre à ça, c'était l'OAS. Vous avez approuvé l'OAS? Non, je n'ai pas été membre de l'OAS. Non, mais vous approuviez ce mouvement Non, mais c'est une organisation de résistance. Oh, mais quand j'ai dit que c'est une inimitié, en 1945, vous avez 17 ans, tout ça vous le racontez, vous touchez la main de De Gaulle, elle vous paraît molle, ouais, oui. et vous dites un héros doit être beau. Et lui, il me paraît moche, laid. Oui, c'est vrai. Mais on s'en fiche qu'il soit beau ou Oui, mais laid. c'est pas le Dans problème. l'histoire, un héros. Moi, à 16 ans, pour moi, les héros, c'est ceux dont je vois les statues, etc., les héros de l'histoire de France, et ils me paraissent tous beaux, alors que le général me paraît pas beau. Richelieu est beau, Louis XIV est beau, Napoléon est beau, Churchill est beau. Oui, oui, je trouvais. Bon, ils ont été peut-être magnifiés par les ciseaux du sculpteur, mais en l'occurrence, il donnait une impression qui n'était pas une impression de beauté ni de chaleur humaine. Donc vous trouvez beau, et vous l'écrivez, le maréchal Pétain. Il était beau. Et il était beau à Verdun surtout. Non, il était beau. Est-ce qu'il était encore beau? Il avait un visage marmoréen. Est-ce qu'il était encore beau quand il capitule devant Hitler à Montoire? Il n'a pas capitulé. Je rappelle que le dernier gouvernement de la Troisième République qui a demandé l'armistice, il était président du Conseil du dernier gouvernement de la Troisième République. Et il est évident qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'armistice dans un pays où il y avait 5 millions de réfugiés sur les routes, 2 millions de soldats prisonniers de guerre, et où la France était terrassée. Alors, vous n'êtes pas loin de penser que sous l'occupation nazie, les résistants ont fait plus de tort à la France que les autres. D'ailleurs, moi, je n'ai pas connu d'occupation nazie, j'ai connu l'occupation allemande. C'était l'armée allemande, la marine allemande, l'aviation allemande qui était là et qui imposait la force du vainqueur à un peuple qui essayait de survivre dans d'immenses difficultés. Et je dois reconnaître, et c'est ce que je reconnais, le mérite, quelles qu'aient été éventuellement les faiblesses ou les erreurs de ce gouvernement, je dois reconnaître que le fait qu'il y ait eu un gouvernement français, au lieu d'avoir un Gauleiter, a sans doute protégé les 40 millions de Français de traitements qui ont été bien plus terribles dans d'autres pays d'Europe. C'est pourquoi vous ne dites rien du statut des Juifs, de l'étoile jaune, des rafles du Veldiv? Non, mais je ne fais pas une histoire de la guerre. Je parle de certains épisodes, certaines études. C'est un épisode. Mais pourquoi ne pas lui consacrer quelques lignes? Je ne sais pas, ça ne s'est pas venu au courant dans l'histoire que je racontais, non. Voilà, j'ai trouvé que moi je n'ai pas connu... C'est l'oubli. Je n'ai pas connu ces choses-là, qui ont été révélées d'ailleurs bien longtemps après la guerre. Pas un mot non plus sur la politique d'extermination des Juifs décidée par Hitler à Wannsee. Non, mais moi je... Mais est-ce que dans le deuxième tome... Je n'écris pas un livre sur la guerre. Non, mais sur l'histoire et laquelle vous avez été vécu avec les conséquences. Je raconte ma vie à la Trinité-sur-Mer pendant la guerre, voilà. Et il se trouve que moi, je prends à l'égard de l'armée d'occupation des risques que la plupart des Français n'ont pas pris, y compris ceux qui donnent des leçons. Est-ce que dans le deuxième tome, vous reconnaîtrez la Shoah? Peut-être, oui, si l'occasion se présente. En l'occurrence, oui, parce que ça a été un phénomène historique important. Et donc, si... Une tragédie? Sûrement, bien sûr, évidemment. Au soir de votre vie, comme dirait François Mauriac, et pour les propos que vous avez toujours tenus, est-ce que vous pouvez exprimer, ici peut-être, une excuse? Non, je ne vais pas m'excuser. Une demande de pardon? Je ne vais pas demander pardon à qui que ce soit. Je peux avoir de la compassion pour ceux qui ont souffert, comme moi d'ailleurs, de la guerre. Mais un regret. La personne la plus importante pour moi dans la guerre, ça a été mon père, n'est-ce pas? Et bien sûr, d'autres que mon père sont morts, et tragiquement, mais il y a eu 50 millions de morts au cours de la Deuxième Guerre mondiale. J'éprouve pour eux de la compassion comme à l'égard de toutes les victimes, et surtout... mais pas un regret? Je n'ai pas de regret. Pour ce que vous avez dit, vous avez dit vous-même qu'il y a des maladresses. Je n'avais pas de responsabilité. Ce que j'ai dit n'avait strictement aucun rapport à la question. Bon. Enfin, voyons, c'est raisonnable. Justement, il faut être raisonnable. Bah oui. À un moment, pour l'histoire, pour ce qui restera de Jean-Marie Le Pen, à un moment, reconnaître qu'il y a eu des maladresses et peut-être quelquefois... Non, mais là, ce que je regrette en l'occurrence, c'est l'usage abusif qui a été fait d'une formule
qui n'avait en elle-même absolument rien d'outrageant ni de réducteur, je crois que c'est une technique de combat dont j'ai été la victime. Je n'ai pas à m'excuser d'avoir été victime. Est-ce que ça n'a pas été un des raisons du différend moral et politique que vous avez avec Marine Le Pen? Je ne sais pas. En tous les cas, elle ne l'a jamais exprimé comme cela, puisque quand elle a pris ma succession en 2011, semble-t-il, elle a fait un discours dithyrambique à l'égard de son père. Je pensais que c'est ce qu'elle croyait. Pourquoi vous ne la laissez pas agir et conduire son affaire et peut-être son destin? Je la laisse faire, moi. Je ne m'y suis pas opposé. Et quand je fais usage des prérogatives, enfin quand je réclame qu'on me donne les prérogatives qui sont accordées au président d'honneur, je suis 1 sur 40. Par conséquent, ce n'est pas moi qui empêche la machine de rouler ou de tourner. En 2022, pour Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qui sera le plus important? Un candidat du Front National ou du nouveau parti ou un candidat Le Pen? Où serais-je en 2022? Et où serons-nous en 2022? Qu'est-ce que vous préféreriez? Oh, je ne sais pas. C'est l'histoire en décidera. Ce n'est pas moi qui vais le décider. Par conséquent, je serai, si je suis là, un observateur attentif. Mais est-ce que vous donnez plus de chance à votre petite fille, Marion? Oh, elle peut-être, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup d'atouts, je ne sais pas. Vous l'avez lancée en politique. Ça peut être parfaitement quelqu'un d'autre. Le Front National n'est pas la propriété des Le Pen. Ils n'ont pas de droit particulier sur le sujet, sinon que d'avoir été les premiers à le servir autant qu'ils ont pu, pour certains en tout cas. Oui, elle peut être un recours, Marion? Peut-être, peut-être. Moi, j'ai regretté qu'elle ne restât pas députée. Elle pouvait le faire. Elle a préféré s'en écarter. C'est son problème. Vous pensez qu'un jour, vous l'encourageriez à sortir de sa retraite un jour et à revenir Je n'encourage personne à faire son devoir. Ils sont assez grands pour le faire eux-mêmes. C'est extraordinaire parce que sous la Ve République, Jean-Marie, Marine, Marion, c'est la première fois qu'il y a une sorte de dynastie politique. C'est drôle dans l'opposition. Et dans l'opposition. Oui. Certains disent pourvu qu'il reste dans l'opposition, que ce soit une dynastie d'opposition. Ben oui, vous voyez, ça conserve. Ah oui, c'est normal. Dans votre entretien au Point, vous avez confié cette phrase « Je suis partisan du transfert des biens aux générations suivantes ». Oui. Jean-Marie Le Pen n'entend pas déshériter ses filles, donc Marine. Oui, en l'occurrence, non. Parce que ce sont les petits-enfants, puis les enfants des petits-enfants. J'ai déjà une arrière-petite-fille. Et par conséquent, la transmission des biens par la succession ne se fait pas en faveur des gens auxquels elle bénéficie quelquefois à un âge avancé, mais au bénéfice des générations suivantes. Pour autant qu'il y ait quelque chose, que l'État ait laissé quelque chose. Et vous le savez comme moi, le grand héritier chez nous. Donc les enfants peuvent penser qu'ils auront droit, le moment venu, à l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Peut-être, oui, bien sûr. Peut-être ou... Non, c'est la loi qui le veut. Oui. La loi française qui est très favorable aux enfants, beaucoup plus qu'aux parents. Sans indiscrétion, vous avez déjà rédigé votre testament? Oui, bien sûr, j'ai fait un testament, oui. Ouais. Il y en a plusieurs ou... Ah non, j'en ai fait qu'un seul. Et vous l'avez fait librement, je l'ai fait sans influence, même pas celle de Jean-Marie Le Pen. Et pour la petite part que la loi me laisse, car la part principale est consacrée aux enfants par la loi. Une ou deux questions d'actualité avant de terminer. Emmanuel Macron, président de la République, il additionne, on voit les réformes jusqu'à celle de la SNCF. Il impose un style, une autorité, son rythme. Est-ce qu'il va trop vite et trop fort pour les Français? C'est là qu'il risque de dérailler d'ailleurs, hein, à la bataille du rail. Là, il va s'attaquer à des privilèges établis depuis longtemps et qui ne se justifient sans doute plus sur le plan social, mais là, il y aura en effet un bras de fer et qui va donner l'image, enfin la mesure de ce que Marion est capable de faire. Macron. Le lapsus le lapsus Marion-Macron. Donc vous voulez que Macron réussisse? Écoutez, drôle. Je pense que quand il fait des réformes qui sont utiles à notre pays, on ne peut que l'en approuver. Je pense que beaucoup des réformes qu'il présente sont en trompe-l'œil, en particulier toute sa politique migratoire me paraît éminemment contestable et que ne met pas du tout le pays
en situation de se défendre contre la vague déferlante qui nous menace. Et dont vous parlez depuis si longtemps. En dehors des anathèmes, des imprécations, et je dirais des détestations, qu'est-ce qui va rester de... Je ne pratique pas d'imprécation ni de détestation. Qu'est-ce qui va rester de Jean-Marie Le Pen dans l'histoire? Je ne sais pas, mon livre. Ah bon, le livre. On continue. Ben justement, dans les derniers livres de ce premier tome, je pense que le deuxième, vous êtes en train de le rédiger, vous écrivez « J'étais, comment dire, une vigie, une sentinelle, un chien de tête, un prophète, certains disent un prophète de malheur, mais un prophète, un emmerdeur. » Et vous ajoutez, Jean-Marie Le Pen, « Après tout, la politique n'était peut-être pas absolument mon truc. » C'est possible. J'aurais pu faire autre chose, sans doute, mais c'est la voie qui m'a paru, celle qui m'était dévolue par l'histoire. Et j'ai continué dans cette voie-là. Le Pen qui dit, Jean-Marie, après tout, la politique n'était peut-être pas absolument mon truc. Mais dites jusqu'au bout, lisez jusqu'au bout. Parce Oui. que, Oui, mais je vous l'avais dit. oui, j'ai prêché dans le désert en attendant qu'il se remplisse. Voilà. Et en tout cas, cette fois, l'opinion risque d'être d'accord avec vous. Mais oui. Voilà. Merci d'être venu Je vous en prie. avec nous sur CNews. Et le livre, en tout cas, très intéressant, même si on est en désaccord souvent. Ce qui est bien normal. À lire. Merci à vous. Demain, je recevrai Agnès Buzyn. Vous la connaissez peut-être, c'est la ministre de la Santé. Oui, elle commence à se faire un nom.